le côté écolo, il est venu au début de mes études supérieures à Strasbourg. En fait, j'ai fait 3 licences, 3 bachelors. Hein. J'ai fait philo, j'ai fait théologie catholique et histoire de l'art. J'ai fait du droit aussi, mais enfin bon. Et donc là, c'est venu vraiment dès ma première année de philo, et je me suis abonné à une revue qui s'appelait au départ Survivre, et qui a fini par s'appeler Survivre et Vivre. C'était la revue de Grothendieck. Et Grothendieck, lui, avait fait la connaissance aux États-Unis de Commoner, biologiste de haut vol, et Commoner avait fondé ce mouvement de chercheurs qui se dressaient contre le devenir, le passage des sciences à des technosciences. Et évidemment, Grothendieck a complètement accroché à ça, ça lui a fait découvrir l'écologie. Et il est devenu, avec Pierre Fournier, un des acteurs très importants de la naissance de l'écologie politique dans les années 69-70. J'ai lu, comme tout le monde à l'époque, le bouquin de Jean Dorst, qui avait déjà plusieurs années, avant que Nature meure. Ensuite, le reste de mes études m'a éloigné un peu de ces sujets. Et puis, j'y suis revenu en faisant ma thèse. Une thèse de philosophie de la technique. Et puis après, petit à petit, bien, si vous voulez, au début, quand j'ai commencé à voir ces enjeux écologiques, j'étais au contraire pour une écologie humaniste assez stricte, même pas tellement éthique, environnementale, tout, puis j'ai énormément évolué, et maintenant je ne suis plus du tout sur ces positions-là. Et puis ça fait, disons, depuis 2008-2009, que je commence à revenir à ces sujets, écologie et spiritualité. Je dirais que c'est par l'économique, et par l'économique un peu alternative, par la promotion de nouveaux modèles d'entrepreneuriat, de vivre ensemble, basé sur la démocratie, la participation, la liberté. Donc, alors, c'est pas marxiste, mais ça serait plutôt Lynn Proudhon, associationniste 19e. Okay. Une réponse, moi je viens de l'humanisme, voilà, de cette philosophie sociale qui prône l'associationnisme, le regroupement des personnes, la manière dont le collectif va arriver à peser en intégrant le politique dans une forme de démocratie en fait économique. Et moi je m'intéresse à ces mouvements-là et de voir comment ces mouvements, cette histoire et aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire aujourd'hui tend à faire un contrepoids au seul paradigme de compétition, l'homme homo economicus, l'homme est égoïste, l'homme voilà. Et donc je m'intéresse à un autre paradigme, le care, le lien avec la nature, la reconnexion. Bon, j'ai pris beaucoup de distance avec l'Église orthodoxe du point de vue institutionnel. J'ai quand même jusqu'en 2005, j'étais 10 ans diacre, étant appelé à être prêtre et tout, donc j'étais quand même hyper investi. Ça reste mon biotope spirituel, mais j'ai plus d'engagement paroissial et tout. J'ai une spiritualité complètement ouverte, qui relativise ce qui doit être relativisé parce que j'en connais toute la détermination historique, culturelle et tout ce que tu veux. Et très évidemment attaché aux évangiles et au Christ, parce que voilà, le Christ est celui qui il est la voie, la vérité, le chemin et la vie à partir du moment où on le suit, puis le suivre, c'est aussi sortir des matrices, y compris, j'ai envie de dire, celle des églises institutionnelles. Et puis quand tu regardes, c'est quand même celui qui tout le temps invite à ouvrir ce qui est fermé, remettre en mouvement ce qui est figé. Et je me sens chrétien, ou christique plutôt, dans ce sens-là. L'encyclique Laudato Si a complètement changé la donne. Et d'ailleurs, en fait, c'est assez marrant parce que du côté des peuples, le premier, ils sont complètement fans de cette encyclique parce que, en quelque sorte, elle revient à l'idée que le donné est digne en lui-même, mais qu'il n'a pas, pour être rendu digne, être transformé par l'action humaine. Donc on est vraiment dans un moment très particulier, où il y a plein de choses qui sont en train de se croiser. C'est une sorte de chaudron, on ne sait pas du tout ce qui va en sortir, mais en tout cas c'est un chaudron qui commence à devenir plus important et à chauffer un peu plus. Je m'intéresse moi aussi à cette superposition, si j'ose dire, ou à ce lien entre les acteurs de la transition et ce que vous appelez, vous les spécialistes aussi, ce mouvement de respiritualisation, de spiritualité. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des liens, des enchevêtrements, des parallèles, des superpositions entre le mouvement d'écologie intérieure, transition intérieure et transition écologique? Il commence à y avoir des personnes qui viennent en disant mais est-ce qu'on pourrait éventuellement faire quelque chose ensemble? Typiquement, le nouveau directeur du théâtre de l'Orangerie à Genève, donc, qui est ce théâtre dans le parc de l'Orangerie, qui a monté un dossier pour travailler sur les questions de théâtre en lien avec les problématiques écologiques et de nature, et qui a envie, autour des pièces, de faire toutes sortes d'animations, genre café, philothéâtre, des choses comme ça, autour d'une nuit d'été de Shakespeare, etc. quoi. Il y a à la fois des pratiques, et on voit des choses qui bougent sur le plan de la pensée.
J'ai à peu près en moyenne 2 interventions par mois. Et c'est beaucoup autour de l'éco-spiritualité, mais aussi des dimensions intérieures de la transition. Globalement, j'en ai tout le temps. Donc il y a vraiment beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'intérêt autour de ce thème de l'éco-spiritualité. Dans le cadre de mes responsabilités d'enseignante au sein du master, de fondement et pratique de la durabilité, donc plus simplement dans le cadre de mes recherches, on assiste aussi à une demande de la part aussi des étudiants à une respiritualisation, à de nouvelles pratiques de gouvernance, mais aussi de spiritualité. Le principe même d'une démocratie, c'est que c'est le citoyen électeur qui est le juge ultime des politiques publiques. L'objectif des politiques publiques, c'est d'accroître le bien-être. Vous ne verrez jamais un élu se présenter devant vos suffrages en vous disant « mon programme, c'est pour qu'à l'issue de mon mandat, vous vous sentiez tous plus mal ». Le grand problème, c'est qu'avec l'environnement, on a une espèce d'écart. On a une espèce de gap, si vous voulez, entre nos dégradations et les effets de nos dégradations. Et donc, ce qui est le cœur de nos institutions, c'est-à-dire le moteur démocratique, le fait qu'effectivement, nos élus, nos institutions sont là pour garantir qu'il y ait une certaine forme de bien-être. On a réussi à réduire ce qu'on appelle les pollutions, les dégradations très visibles. En revanche, depuis là, on cessé d'augmenter à une vitesse extrêmement rapide toutes les dégradations non visibles. Et la première des dégradations non visibles, même si ça va devenir de moins en moins le cas, eh bien, c'est le climat. Le climat, pour un citoyen de Genève, c'est quelques jours de chaleur étouffante de plus l'été. Ça n'a pas de quoi effrayer un électeur. On voit bien que le problème, il est indirectement démocratique. Le vrai problème, il est anthropologique. On a un deuxième piège, c'est le piège moral. Quels sont les instruments qu'on peut trouver pour essayer de biaiser, pour essayer de faire qu'on aille quand même un peu plus vite dans la bonne direction et qu'on n'attende pas d'être confronté à de méga catastrophes. Parce qu'à ce moment-là, j'en suis désolé, mais il sera largement trop tard. J'ai voulu créer justement une fondation pour soutenir ce genre d'initiative. Et dans ce soutien-là, on s'adresse vraiment, donc quand je dis on, il y a un conseil scientifique présidé par Dominique Bourg, il y a un comité de pilotage des projets, donc un soutien direct à des projets, mais aussi beaucoup de vulgarisation, que ce ne soit pas juste réservé à une élite qui comprenne, mais au grand public, cycle de conférences bien sûr, mais vulgarisation. Oui, il y a aussi cette idée que je souhaite vraiment valoriser, c'est quoi une connaissance, c'est quoi un savoir. Il y a cette idée d'approche un peu anthropologique des savoirs et de comment revaloriser des pratiques un petit peu ancestrales, intéressantes dans les cultures traditionnelles, mais dans nos propres cultures aussi. Parce que ce que j'observe, c'est que les deux types de cultures, on est à un moment charnière où on a besoin de se réinventer, de se rapproprier sa propre tradition pour mieux voir l'avenir et comment le passé peut éclairer le futur. Le but, c'est développer les ressources intérieures pour pouvoir devenir des acteurs de la transition. Et puis les ressources intérieures, ça peut être nos motivations, mais aussi notre vision de ce qu'est la nature, de ce qu'est les enjeux d'aujourd'hui. Ça peut être comment on traverse l'effondrement et tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec notre sentiment d'impuissance, découragement que souvent beaucoup de gens ont. Comment pouvoir ensuite s'engager à long terme sans s'épuiser, enfin un petit peu tous ces trucs-là. Et puis où aller puiser aussi des forces pour pouvoir s'engager. Et puis ça, c'est toutes les dimensions un peu spirituelles et tout. Donc l'idée, c'est qu'on voit aussi l'ensemble de la chaîne de valeur pour accompagner l'entreprise dans sa zone de confort. C'est-à-dire quelle est la vision globale et donc en ce sens-là un peu alternative et différente de la dualité, de la modernité contemporaine qu'on connaît avec cette dualisation nature-culture. Voilà, comment ça se matérialise. C'est vrai que la vie spirituelle depuis 30 ans, ça a toujours été le cœur de ma vie, mais bon, j'avais jamais pu vraiment la mettre au cœur de ma vie professionnelle. Là, c'est génial parce que j'ai la possibilité de vraiment manifester dans le visible, dans ma vie professionnelle, cette dimension-là. Et pour moi, elle est clé, quoi. C'est ce qui donne sens. J'ai toujours cette dimension de méditant, puis qui est ma pratique quotidienne de méditation, de prière et de lecture divina, qui est incontournable pour moi. Ben, c'est là que je puise l'inspiration, l'orientation, le sens, le souffle, le ressourcement, tout. Sans ça, je m'agite.
si vous prenez certaines entreprises, l'idée c'est de pouvoir aussi tout produire, tout contrôler la chaîne de production pour limiter les intrants. On voit l'ensemble de la chaîne de production, de la production à la diffusion, au processus, aux employés qu'on emploie sans les exploiter. Ça veut dire des salaires équitables, ça veut dire si on travaille en Chine contre la délocalisation ou si on le fait avec des salaires dignes, équitables, qui respectent aussi les cultures des pays. Donc c'est extrêmement large. Si on commence à le déployer, c'est tentaculaire. Donc l'économie fait partie du problème et elle doit aussi faire partie de la solution. Le seul accès à l'infini qu'on ait, c'est la consommation. Et c'est précisément parce que ce domaine-là s'effondre et qu'on voit aujourd'hui qu'on ne va pas pouvoir le maintenir, pour moi c'est clair, c'est pour ça que la question de la spiritualité revient. C'est une manifestation de la prise de conscience que la spiritualité qui était la nôtre, c'était le consumérisme, ça a été notre spiritualité. Accomplir son humanité, c'était l'accomplir par la consommation. Ça ne marche plus. Et c'est ça qui reconduit à des interrogations spirituelles comme telles. Et comme ça ne marche plus, et que le fait que ça ne marche plus, ça conteste la croissance, etc., c'est complètement lié à la contestation écologique de la société, ça s'exprime dans l'écologie. À la charnière entre formation et sensibilisation. Plus networking en fait, puisque les gens qui viennent rentrent en relation et qu'il y a comme ça une espèce de réseau qui se crée. En troisième axe, c'est plutôt réflexion. Puis ça, c'est notre réseau, c'est notre think tank, cercle de réflexion. D'accord. Il y a Sophie Swatton, il y a Dominique Bourg, il y a donc un peu des gens qui viennent de différents lieux. Puis là, on se réunit globalement 4 demi-journées par an. On va faire aussi une retraite pour réfléchir sur c'est quoi ces dimensions intérieures de la transition. Et puis on le fait vraiment sur des modes d'intelligence collective qui intègrent du travail de reliance, plein de trucs où on ne mobilise pas seulement la tête, quoi. Et puis après l'aspect networking, effectivement c'est à travers ces activités de peu à peu faire que ces acteurs se rencontrent et qu'un réseau se crée, mais justement qu'il n'y ait pas un réseau genre plateforme internet, mais qu'il y ait un réseau qui se crée de gens qui sont engagés, qui sont intéressés, qui sont en lien, mais qui ont vécu quelque chose ensemble. Donc en fait, c'est vraiment créer une membrane vivante. Et si je regarde au niveau des dirigeants d'entreprise, dans tous ceux qui ont eu cette vision, ils sont connectés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transition et de vision de modification d'entreprise sans le fait d'un alignement sur des chefs d'entreprise humanistes, c'est-à-dire des gens inspirés, cette bon côté de l'inspiration, cultivée, et qui pratiquent la méditation, proches des milieux aussi amérindiens, qui ont un grand sens de la responsabilité, l'awareness aussi, qui eux-mêmes ont un mode de vie et une pratique spirituelle telle qu'ils sont sensibilisés à ces problématiques et souhaitent la mettre en œuvre. Puis après, il y a un deuxième cercle, il y a un troisième cercle, des cercles de proximité. Il y a une résonance. Et alors, ce qui est nouveau, Transition Network, créé par Rob Hopkins, il fonctionne avec des hubs régionaux et nationaux. On a été sollicité par le Transition Network pour faire émerger un hub suisse, en tout cas déjà suisse romand. Les points de croisement entre écologie et revendication d'un désir de spiritualité deviennent extrêmement forts aujourd'hui. Mais ils sont la conséquence du fait qu'on mette en avant des modes de vie, tout simplement. Et je dirais que la vague développement personnel était extrêmement forte. Tu peux trucider ton voisin, mais tu t'épanouis le week-end et tu es sympa avec les gens le week-end. Bon, quand il y a l'interface avec l'écologie, ça ne marche plus comme ça. Et puis ce qui devient aussi très fort dans l'écologie, c'était pas vrai il y a quelques années, le pape a bien compris ça avec son histoire d'écologie intégrale. C'est qu'on s'aperçoit vraiment qu'on ne peut pas dissocier les aspects environnementaux des aspects d'inégalité. Que c'est le recto et le verso de la même feuille. Et en fait, quand on regarde dans l'histoire, les raisons d'effondrement d'une société, c'est soit les inégalités pures, c'est-à-dire des élites qui condamnent à l'esclavage et carrément à crever de faim le peuple, et finalement elle crève de faim elle-même, ou alors qui tirent tellement la consommation que la société s'effondre. Mais la relation à l'environnement est toujours liée aux relations sociales. C'est toujours une expression des relations sociales. Et donc on ne peut pas séparer la relation autrui et la relation au milieu. On est aussi partie intégrante des conversations carbone qui a été lancée en Suisse romande par les artisans de la transition. Tous ont été formés pour devenir facilitateurs de conversations carbone par les gens qui sont venus d'Angleterre. Et puis là maintenant, nous on offre aussi avec les artisans de la transition des conversations carbone. Pour moi, la clé maintenant de tout ça, c'est pas produire des trucs dans le labo, puis après essayer de gagner des gens pour qu'ils participent, puis informer. Ça c'est un peu la dynamique des campagnes œcuméniques et tout. Mais c'est avec les gens,
essayer de créer quelque chose, puis tout se joue sur du relationnel, quoi. Alors ça prend plus de temps, mais alors ça donne une pêche beaucoup plus grande, quoi. C'est tous ces liens qui se tissent, quoi. Rencontrer aussi des animistes, de voir un peu concrètement comment les gens s'organisent, quels sont le lien à la culture, à la tradition, comment ça impacte sur la gouvernance, sur l'écologie, sur la protection des forêts, et puis le politique, comment le politique se rapproprie de ces questions. Moi, je suis très prudent quand on parle de crise environnementale, hein, parce que si vous voulez, une crise, c'est un moment de rupture relativement court, on abandonne une normalité, soit on la retrouve, soit on en invente une autre. Non, ce qui nous attend là aujourd'hui, c'est l'entrée dans un très long tunnel, avec un bouleversement au long cours de nos conditions de vie sur Terre, et un bouleversement relativement puissant, relativement énorme. Donc ce n'est pas une crise. Et je crois que c'est même très important de bien s'en persuader, parce que tant que vous employez le mot crise, de même que lorsqu'on emploie le mot risque, vous induisez dans l'esprit de votre interlocuteur qu'on a affaire à quelque chose de temporel qu'on va pouvoir dépasser. On ne passera jamais. Là, on change l'état du système de Terre. Il va falloir vivre avec. Alors c'est vrai quand même, il faut dire que tout ce qui se fait dans le milieu église, alors des gens magnifiques et tout, mais on ne sort pas la moyenne d'âge 60 et plus, quoi. Et là, le but du laboratoire, c'est aussi d'arriver à toucher d'autres publics et surtout d'amener les publics à se mélanger. Juste parce que oui, on est devant un vrai enjeu et on a tous notre contribution à apporter, quoi. En écologie, on dit qu'il y a 3 postures dans la Genèse. Il y a la posture despotique, c'est Genèse 1,28. Il y a la posture de l'intendance, vous êtes les gardiens de la terre, mais surtout, c'est Dieu qui, avant la création de l'homme, mais au soir, je crois, du 5e jour, constate que lui, il est très content de ce qu'il a fait. Donc, tout ce qui a été créé avant l'homme est très bon, entre termes, a bien une valeur, soit indépendamment de l'usage que peut en faire l'homme. Puis après, la posture citoyenne, celle de François d'Assise, mais la patristique de manière générale, c'est Adam, c'est la glaise, le sol, la terre, et l'homme en est issu comme les autres espèces, donc une posture d'égalité. Et on voit bien dans la date aussi, le pape, il est entre les deux, il est entre l'intendance et la citoyenne. Donc c'est totalement révolutionnaire. C'est le Caire, certes, bien sûr, mais qui commence d'abord, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'on est dans une philosophie, pour moi, personnaliste. Je défends l'éthique de Emmanuel Mounier, par exemple, qui parle d'une décentralisation d'économie qui suppose de descendre au plus près de la personne. Donc la personne est importante. Elle n'est pas... oui, il y a un arbre, mais il y a des personnes. On reste dans un anthropocentrisme, mais modéré. C'est-à-dire l'homme en relation au vivant. L'homme, alors on serait presque dans plutôt du Laudato Si. Moi, je verrais un mix entre école associationniste et puis école chrétienne. Nos politiques et nos démocraties se sont toujours calées sur le fait qu'on allait pouvoir augmenter les forces productives. Pour dire ça de façon, si vous voulez, un peu imagée, on a toujours pensé qu'on allait pouvoir accroître le gâteau, parce que tant que vous avez un gâteau qui croît, vous pouvez toujours faire croire aux gens que parce qu'il va croître, leur part va augmenter. Maintenant, si le gâteau ne croît plus, quel est le moyen qui reste d'augmenter certaines parts? C'est de réduire certaines autres. Et donc, tout le problème, c'est quel récit je dois arriver à mettre au point pour que ça ait du sens et pour qu'on accepte d'aller dans cette direction. Un apprenti militant, je dirais, et puis on essaie d'incarner, mais qui est un peu une figure comme ça, oui, qui peut être la figure de ce modèle de transition qu'on essaie de promouvoir et qui justement mêle transition extérieure et transition intérieure. Pour moi, c'est d'ailleurs plus que mettre en boucle maintenant, c'est vraiment une respiration en fait, vraiment entre l'inspire et l'expire. Puis alors j'utilise beaucoup, d'ailleurs en vous mentionnant tout le temps, mais la spiritualité comme carburant de la transition et la transition comme carburant de la spiritualité. Et j'ajoute toujours pour un renouveau de la spiritualité. Et donc du coup de la vie des communautés, des églises. Pour avoir des connexions, il faut travailler la terre. En travaillant la terre, tu ne peux pas ne pas être un healer, parce que tu es proche des gens, tu es proche de la terre. Et c'est ça qu'on souhaite mettre aussi en évidence dans Zoé, de montrer qu'il y a une boucle vertueuse qui n'a rien de mystique, de magique. Attention, l'agriculture est la base de la sûreté de nos sociétés.
et pas de la sûreté simplement alimentaire, de la sûreté globale, mentale. Et l'idée d'un retour aux campagnes n'est pas une idée absurde. Alors, beaucoup de nos étudiants le font. Et on a créé un master à Lausanne où on leur apprend non seulement à philosopher, mais à mettre la main dans la terre, et on leur apprend la permaculture. On leur apprend l'agroécologie. Je me dis qu'il y a tellement de rencontres, tellement d'opportunités, tellement d'enrichissement que j'ai du mal à penser que c'est... Je pense qu'on crée, bien sûr, les choses, mais pour moi, il y a quand même, je ressens vraiment en tout cas les bonnes rencontres à chaque moment. Je pense que ça m'oblige aussi à être alignée, à réfléchir en quoi je peux être utile à ces mouvements. Ça oblige à être humble aussi, à réfléchir, à se voir tout petit. Qu'est-ce qu'on fait nous dans ce mouvement? Je ne sais pas trop quelquefois, mais c'est de se dire tous les jours... J'ai fait des stages chamaniques et je trouvais ça extrêmement intéressant en hygiène de vie. Je suis très aristotélicienne et de manière très pragmatique, je me rends compte que débuter sa journée au quotidien en se disant merci pour l'air que je respire. Ça m'a, moi-même, quand je vois ce que subissent d'autres, ça m'oblige à être reconnaissante. Je ne sais pas comment on appelle ça en religion, je ne sais pas si c'est une religion, si c'est une spiritualité, mais je sais que chaque matin, chaque soir, j'essaie de me dire merci. Je ne sais pas à qui, à la terre, à l'univers. Je suis reconnaissante de la chance que j'ai de pouvoir travailler sur des sujets intéressants, d'être en bonne santé, de vivre dans un pays pas en guerre, où on ne se fait pas massacrer, de pas me faire, d'avoir mes enfants grandir, de pouvoir inculquer des choses. Donc je me sens extrêmement encore plus reconnaissante, plus connectée. Ça me donne beaucoup d'énergie pour avancer, pour me dire comment je peux encore plus aider, quelle est ma pierre dans l'édifice. Et de contribuer, de remettre à la place son ego, de reconnaissance et de comment on peut être soi-même en quête de vision entre guillemets et d'avoir les bonnes informations qui arrivent au bon moment pour nous permettre d'avancer sur ce chemin et de servir quelque chose qui nous dépasse quelque part. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que je ressens, d'être avec tous ces acteurs, je ressens l'interdépendance, la connexion, c'est quelque chose que je ressens aussi physiquement dans mes réseaux et qui me donne envie de continuer parce que je trouve ça extrêmement stimulant aussi. Au niveau académique, je vois moins la coupure, je vois très bien quelle casquette il faut aborder, mais je trouve que c'est aussi intéressant pour nourrir une recherche poussée au niveau de la scientificité. Ça me donne encore plus d'exigences et donc j'essaie de maintenir ces deux cerveaux, d'expérimenter, mais toujours d'avoir ce regard critique scientifique qui puisse me permettre d'allier les deux. Pour moi, c'est extrêmement important, c'est le yin et le yang, l'Occident, l'Orient, et je vois ça comme peut-être une nouvelle forme aussi de penser notre engagement, puis notre manière d'être enseignant-chercheur aussi. Pour moi, c'est vraiment chaque fois que je rencontre quelqu'un et tout, est-ce qu'il y a ce désir partagé. Puis à partir de là, on y va, Il y a un autre monde qui peut faire envie et qui n'est pas complètement une utopie et auquel on a envie de contribuer. Est-ce que vous avez envie de devenir participant de ce monde avec nous,